Peuple marseillais, grosse vidéo, on a beaucoup de choses à évoquer ensemble qui se sont passées cette semaine. Déjà l'avant-match AG Auxerre Olympique de Marseille que je vais commenter en direct samedi soir. Ensuite, mon avis sur l'affaire de ce fameux opérateur VAR. Qu'est-ce que j'en pense? De Zerbi, on a parlé aussi cet après-midi. Et cette actualité autour de Nasser, des droits télé, qui fait fureur. On a vu que la parole se libère de tous les côtés. Ça aussi, c'est un sujet très important pour notre Ligue 1 et notamment l'Olympique de Marseille. Je parlerai aussi de l'actualité, la situation de Greenwood, une prolongation éventuelle de Murillo, l'arrivée démentie de Antonello, directeur financier, ex-directeur financier de l'Inter. On va voir ça tous ensemble dans cette vidéo. Allez, installez-vous bien, n'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo et on est parti. Pour la compo, vous savez que Balerdi est suspendu et qu'on doit trouver la meilleure formule en défense centrale. Pour le reste, ça fait aucun doute, on reverra la même équipe contre Angers et Saint-Etienne. Donc comment faire? Sans Balerdi, il y a 3 options possibles, voire 4 même. Cornelius, Murillo, Kondogbia, 3 vrais défenseurs centraux de métier. Sauf que le problème, c'est au niveau de la relance. Et il est tellement important que le défenseur central qui joue axe, un petit peu comme un libéraux, et cette qualité de relance, parce que c'est la première rampe de lancement, et puis c'est le joueur qui touche le plus de ballons, avec Højbjerg au milieu de terrain. Donc je ne suis pas trop fan de cette option-là. La deuxième, c'est Luis Felipe, qui peut jouer à tous les postes, sauf que le faire jouer pour ses premières minutes dans un match à l'extérieur, à Auxerre, ça me paraît risqué, et on n'est même pas sûr qu'il soit à 100% physiquement. De Zerbi, cet après-midi, a dit qu'il y avait un doute. Donc celle-là, il faut l'écarter. Il en reste 2. Faire reculer Rongier ou Højbjerg. Højbjerg, ça a été le cas à Strasbourg. Ça s'est mal passé, notamment défensivement. Il s'est fait avoir dans la profondeur, dans le gelon, dans les ouvertures adverses. Il a eu du mal à lire les trajectoires. C'est dommage parce que lui, à la relance, il serait parfait comme première rampe de lancement. Je mettrais Rongier. Rongier qui a joué à ce poste-là contre le PSG, dans une position de défenseur axe, dans une charnière à 3 en plus. Même si c'est pas son meilleur poste, mais ça me paraît le meilleur compromis. Et une autre question qui se pose dans la compo, est-ce qu'on met Merlin ou Dedic côté gauche? Dedic, dans les 30 derniers mètres, il va t'apporter beaucoup plus de percussion, de folie. Par contre, dans son placement, dans l'aspect défensif et pour combiner dans les petits espaces, Merlin me paraît plus adapté, surtout dans un match à l'extérieur. Mais je sais que Merlin est en manque de confiance. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, j'ai envie de dire, et j'ai même une préférence pour Dedic, par curiosité, pour voir ce qu'il va donner dans un match où il sera titulaire. Je ne suis pas en train de critiquer Dedic, loin de là, mais il va falloir qu'il s'adapte à ses coéquipiers au championnat de France, comme nous avait prévenu de Zerbi la semaine passée, mais c'est réel, parce que Merlin t'apporte la sécurité, c'est un grand mot, parce que même dans les duels défensifs, il est souvent en souffrance. Alors de Zerbi, on a parlé aujourd'hui. Il a dit certaines choses qui correspondent à ce que je dis, notamment que dans les 70 premiers mètres, c'est un très bon joueur, il a la technique d'un milieu, en phase défensive, il a progressé, ça je suis pas trop d'accord, mais que ça pêche dans les 20 derniers mètres. Mais en tout cas, je pense que le coach et nous-mêmes, on attend beaucoup plus de Merlin. Un petit point aussi sur Guiri. De Zerbi, on a parlé, il a comparé un petit peu à Higuaín par ses déplacements. Et il a dit que c'était un numéro 9 et qu'il va le cantonner à cette position. Alors il va décrocher, c'est un 9,5, des fois il s'excentre sur un côté, mais ça confirme tout ce que je vous ai répété depuis un mois. Je dis des bêtises dans mes vidéos, mais sur le cas Guiri, franchement les gars, j'ai eu tout juste. Et je suis le seul qui me suis mouillé sur YouTube et sur les réseaux en disant il va réussir. Allez voir ma vidéo de présentation et je vous ai donné les raisons. En même temps c'est un joueur que je connais quasiment par cœur depuis sa formation. Donc Guiri, c'est un 9, point barre. C'est pas un milieu offensif comme à Rennes. C'est pas un ailier gauche. Faut arrêter avec ça. Ceux qui veulent parier sur la rencontre de demain soir, allez sur Unibet, super offre de bienvenue. Si vous rentrez mon code promo RAFOOT après l'inscription, valable sur le premier pari. C'est-à-dire vous vous inscrivez, vous rentrez le code promotionnel RAFFOOT. Vous misez sur un match jusqu'à 100 € maximum. Donc le match AG Auxerre OM ou un autre, peu importe. Si le pari est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée. Par exemple, vous misez 15 €, le pari ne passe pas, vous serez remboursé en free bet. Et si le pari est perdant, uniquement. Voilà. Je m'adresse aux majeurs. Uniquement interdit de parier si vous êtes mineur, à ceux que ça peut intéresser, à la team parieur. Ça me soutient, ceux qui passent par mon lien, je ne vais pas le cacher. Ça me permet de continuer dans mes projets. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a un qui va arriver dans quelques jours. Je pense que ça va vous plaire au niveau de l'interface avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options. Certainement un radar qui va vous être présenté pour suivre le match, où est le ballon.
Donc ça va changer le design et on va se professionnaliser de plus en plus. Et pour ça, j'ai besoin des sponsors qui m'accompagnent. Et je remercie Unibet pour leur confiance. Donc si vous pariez de temps en temps sous les matchs de manière raisonnable, allez sur le lien, rentrez le code promo RAFOOT et vous profitez d'une super offre de bienvenue sur le premier pari. Voilà, on vous rembourse en free bet si votre pari est perdant, à condition que ça soit le premier et que vous misez 100 € maximum sur la première mise. Si vous avez des questions, vous demandez sur Instagram, il n'y a pas de souci. Statistique les gars, on est la 4e équipe en Europe qui a le plus la possession. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même impressionnant. Il y a des clubs comme le Bayern, le Real, le Barça qui ont toujours la possession dans les matchs. On a une vraie philosophie de jeu qui est de plus en plus assimilée par les joueurs. C'est pas encore du parfait, mais on s'en rapproche, comme l'a dit le coach il n'y a pas longtemps. Et De Zerbi avait dit que par rapport à Brighton et Sassuolo, c'était moins un jeu direct, mais davantage centré sur la possession. On va parler de l'adversaire Auxerre, qui joue en 4-2-3-1. Alors les deux joueurs à surveiller de leur côté, je dirais Traoré, le meneur de jeu, et Perrin, qui joue plutôt sur l'aile droite. Ils sont très très décisifs pour les deux. Ils restent sur 5 matchs nuls de suite en Ligue 1. Et à domicile à la Baie des Champs, ils ont perdu seulement une fois cette saison. C'était contre Monaco, 3-0. Donc c'est pas facile de gagner là-bas. Ils sont 7e dans les classements des équipes à domicile. Ils n'ont pas gagné un match en Ligue 1 depuis fin novembre. Ils sont presque abonnés au match nul. C'est impressionnant quand tu vois un peu le résultat. Et ils ont gagné seulement 6 fois cette saison en championnat sur 21 matchs. Donc c'est assez faible comme ratio. Ça fait plaisir de jouer à la Baie des Champs. C'est un stade où le parkage visiteur est rempli. Notamment le parkage marseillais. Ils seront plus de 800, qui fait beaucoup de bruit. Et puis ça rappelle des souvenirs des années 2000 et même des années 90. Donc c'est toujours un déplacement, je trouve, sympa dans une ville qui est petite, qui est un peu champêtre, mais on peut dire une ville de football, parce que Auxerre, historiquement, est un vrai bon club français de football. Même si on a le cauchemar du match aller en tête, mais bon, là, les circonstances sont différentes. L'équipe est beaucoup mieux mentalement, collectivement, beaucoup plus unie. Alors, on a 6 points d'avance sur le 4e, c'est pas si énorme que ça. On n'est même pas aux 2 tiers de la saison. Après, il faut qu'on enchaîne les victoires, les gars, parce que je me suis posé la question, imaginons, dans le meilleur des cas, on est en Ligue des Champions, on est 2e fin avril. Mais c'est encore mieux pour préparer le mercato à venir. Comme ça, Benassia, Longoria, De Zerbi, ils peuvent parler aux joueurs potentiellement intéressés dès le mois de mai. Et on prend de l'avance pour les faire venir au mois de juin, la préparation physique, ça, faut y penser. Donc, plus tôt on assure la qualif en Ligue des Champions, plus tôt on est sur le podium à 100%, mieux c'est pour préparer la Ligue des Champions et le mercato à venir. C'est aussi une motivation pour les joueurs et aussi pour nous les supporters, parce que certains disent ouais, il n'y aura pas de suspense peut-être en fin de saison. Bah, dans cette configuration-là, je ne vais pas m'en plaindre, tant mieux. Mais si on a quelques matchs, dans le meilleur des cas, c'est pas fait les gars, faut pas s'enflammer. Bon, on a 6 points d'avance, c'est un petit match là, mais c'est pas encore définitif. Mais tant mieux pour ce que je viens de vous évoquer. Le mercato à venir. Bon, vous avez vu que l'arbitre désigné, c'était le fameux Stina, celui qui avait expulsé Benassia en Coupe de France contre Lille. Il faut savoir qu'il y a un appel qui est en cours. Donc la moindre des choses, c'est de choisir un arbitre, mais tout sauf Stina. Avec un appel, je répète, qui est en cours, c'est véridique. Donc on peut penser que c'est encore une provocation, c'est encore un petit tacle envoyé de la part de la LFP. L'OM se plaint souvent, à juste titre, parce que c'est une accumulation d'erreurs qu'on subit cette saison arbitrale. Tous les clubs se font voler, même le PSG, même Lyon, même Monaco, sur certains matchs. Sauf que l'OM, c'est très répétitif. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous comparer, même au Real, au Barça, au Bayern. Non, faut pas dire que tout le monde est mal arbitré. Ça arrive à tout le monde. Chaque année, il y a des équipes qui vont avoir 2-3 vols dans la saison, ou 3 ou 4, peu importe. Mais nous, dans 80% des cas cette année, il y a des faits très graves, enfin très importants du moins. Un but refusé, un pénalty non sifflé ou un pénalty non valable contre nous. Match après match dans 80% des cas. Donc voilà pourquoi l'OM s'énerve, tous les supporters s'énervent, les joueurs s'énervent. On n'est pas parano, c'est la réalité. Et là encore, une balle perdue de plus avec Stina qui est nommé alors qu'il y a un appel en cours actuellement. Et c'était il n'y a même pas 3 semaines, le match de Lille en Coupe de France. Bon, je le répète à chaque fois, mais j'espère qu'il ne fera aucune erreur de chaque côté, qui sera juste dans chaque camp. Mais à chaque fois, il y a une grosse erreur encore une fois. On reparlera de l'arbitrage un peu plus tard pour évoquer l'opérateur VAR. Alors Murillo devrait prolonger son contrat. Il a confirmé tout à l'heure que ça discutait, qu'il y avait des négociations en cours.
Donc on peut imaginer à 95% qu'il va poursuivre son aventure parce que ça allait jusqu'à 2026, hein, son contrat. Il se terminait dans 1 an et demi, comme d'autres joueurs, ça va être le cas, hein. Je pense à Rongier, il y en a 4 qui sont sur la liste, on en parlera bien plus tard. Donc c'est une bonne chose, parce que c'est un titulaire cette saison, c'est un joueur qui nous surprend agréablement, et qu'on aura besoin l'an prochain de conserver. Remplaçant ou titulaire, on verra bien. Et on sent que De Zerbi l'apprécie également et qu'il comprend bien le système de jeu, que ça soit dans sa position offensive et dans son rôle de stopper dans cette défense à 3. Vraiment, et ça montre qu'il est aussi intelligent. Il a su s'adapter pour un joueur qui a peu d'expérience au très très haut niveau, hein, juste avant l'OM. Donc je suis pour, et ça tombe bien, ça va se faire. Les gars, il faut démentir la rumeur Antonello, l'ancien président de l'Inter. Alors ça m'a choqué de lire ça cette semaine parce que c'est quelqu'un qui a fait du bon travail, hein, qui était apprécié par les supporters, qui avait remis un petit peu les comptes de l'Inter à jour dans le vert. À la base, c'est un directeur financier de formation. Et après, il est devenu président de l'Inter pendant très longtemps, hein, 7-8 ans, par la force des choses, parce qu'il remplaçait quelqu'un. Donc on se disait, est-ce qu'il va remplacer le rôle de Tessier à l'OM il y a 1 an? Est-ce qu'il va remplacer Longoria dans quelques mois? Bon, en fait, ni l'un ni l'autre, parce que il était là en tant qu'invité, apparemment, pour le match OM Saint-Etienne. Donc ça a été démenti par un journaliste de la Provence, hein, donc assez crédible. Normalement, c'est du faux. Donc en même temps, celui qui avait annoncé ça, c'était un média étranger en Italie. Et on a tous sauté dessus en disant, waouh, est-ce qu'il va accompagner Longoria? Ça va être son bras droit. Enfin, surtout s'occuper de l'aspect financier. Ou est-ce que ça va être le futur président de l'OM? C'était très important cette info. Ça n'a pas été confirmé. Donc vous pouvez un petit peu oublier le cas Antonello. On va parler maintenant de l'agrandissement du stade Vélodrome. Bon, on sait qu'actuellement il fait 60 000 places. Sauf que depuis 3 ans, il est plein à tous les matchs, il est à guichet fermé. Un adjoint à la ville de Marseille a été interrogé, celui qui s'occupe des sports, hein, Gibraël, que c'est quelque chose qui pourrait être étudié dans quelques années. Et en plus, actuellement, il n'est pas encore totalement remboursé, hein. Il coûte assez cher déjà aux Marseillais au quotidien. Donc ça aurait un coût, bien sûr, hein. Les travaux, tout ça, ça prendrait quelques années. Donc on jouerait dans un stade en travaux pendant quelques temps. C'est moche, hein, ça me rappelle la période Elie Boep, la fin de Deschamps. Mais j'aimerais avoir un stade de 75 000, 80 000 maximum, parce qu'il serait rempli pour tous les gros matchs, pour la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions du moins, pour les matchs au mois d'août, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Alors c'est vrai que les périodes où l'OM irait moins bien, bah, peut-être qu'on tournera à 40 000 environ, hein, on l'a connu avant le Covid. Les prix ont baissé en Gannet, Jambouin par rapport à la période Hérault. C'est un peu moins cher et c'est payant parce que le stade est plein. Il y a 10-15 000 en affluence en plus. Les gens viennent de plus en plus en famille. Et c'est quelque chose que j'aimerais en tant que supporter pour que l'ambiance soit encore plus folle, que ça résonne encore plus. Que vous savez qu'au stade Vélodrome, dans les gros champs, dans les gros matchs, c'est tout le stade qui participe, hein, les 4 tribunes. Donc ça apporterait au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance, une résonance encore plus forte. Même si je dois rentrer dans les détails et parler de l'ambiance, des groupes de supporters, ça serait très long et c'est pas qu'une question d'affluence, loin de là. La preuve, hein, il y a eu des ambiances au Vélodrome, les années 90, il y avait 40 000. Il y a eu des ambiances inégalées encore à l'heure d'aujourd'hui. Et regardez les stades les plus grands dans le monde, hein, c'est pas forcément là où il y a les plus grosses ambiances. Ça serait un petit plus et j'avoue, c'est aussi peut-être une question d'ego parce que peut-être que le PSG va se construire un stade, même si c'est pas fait, c'est pas acté et que ça prendra des années. Et j'ai pas envie que ça devienne le plus grand stade de France. Même si jamais ils deviendront l'ambiance la plus chaude en France. Ça sera nous quoi qu'il arrive. Mais bon, on va pas pleurer. On a déjà 67 000. C'est déjà grand, bien grand. Mais à voir dans quelques années, moi, je serais plutôt pour. Alors, on va parler du cas Mason Greenwood. Il y a un média espagnol qui a dit que le PSG aurait transmis une offre de 75 millions d'euros. Bon, est-ce que c'est fiable? Franchement, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Quel que soit le club offrant, je ne vends pas à ce prix-là, parce qu'on récupérerait 37 millions d'euros, c'est le prix auquel on a acheté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une clause de 50% à la revente qui ira, enfin 50% du montant du transfert pour la prochaine vente de Greenwood ira directement à United. Sauf qu'on apprend, d'après un média anglais, que cette clause de 50% pourrait augmenter à 60% dès cet été. Parce que la deuxième saison de Greenwood à l'OM, le pourcentage augmente pour United
à 60%, je répète. Donc j'avoue que ça fait chier ça quand même. D'où l'intérêt encore plus de ne pas vendre Greenwood et d'essayer de le garder le plus longtemps possible. Et pour des raisons aussi sportives, parce que c'est un joueur de cette qualité-là que tu ne vas pas retrouver. Alors parfois il est un peu nonchalant, parfois il peut passer à côté, ok, mais combien de buts, combien de passes décisives, combien d'occasions il crée dans le jeu. On s'est tellement trompé les mercatos précédents sur plein de joueurs. NGA, Ismail Assar, enfin tellement de monde. Là on a un ailier de classe internationale, il faut le garder parce que au prix on l'a acheté 30 millions d'euros. Et au prix on pourrait le vendre à ce qu'on va récupérer environ 30 et encore dans le meilleur des cas, on n'en sait rien. Hein. Ça se trouve ça sera beaucoup moins. On va acheter un joueur pour le remplacer. Bah 20, 25, 30 millions d'euros, qui sera aussi fort que Greenwood dans le marché? Moi je vois pas, c'est quasiment... ce sera très compliqué, soyons honnêtes, soyons sincères. Donc faut le garder, en fait, c'est la solution la plus intelligente pour nous de le garder et de ne pas céder cet été à une super offre en se disant ouais mais on le vendra moins dans 1 an, 2 ans, non. Là il faut profiter des qualités sportives de Greenwood le plus longtemps possible. On va parler de l'enquête maintenant de Massier Zone que je félicite d'ailleurs, qui a détecté qu'un arbitre, un opérateur VAR plutôt, supporter du PSG, qui l'affiche sur les réseaux sociaux, anti-Olympique de Marseille, était très souvent dans le camion, notamment dans les matchs où l'OM s'était fait un petit peu voler, un petit peu même beaucoup carré par l'arbitrage. Hein. Il a nommé une liste de matchs avec des décisions défavorables, ça a été prouvé. Il était là dans le camion et en fait son rôle c'est de montrer les images, les angles aux arbitres vidéo pour qu'ils prennent leurs décisions. Donc c'est facile à comprendre hein, quand les meilleurs ralentissent tout simplement. Déjà, sachez une chose d'entrée, c'est que c'est un peu lassant, fatigant dans une saison où on ne joue pas la Coupe d'Europe de parler souvent de l'arbitrage. J'aimerais m'en passer, mais malheureusement cette saison c'est une accumulation. Même l'OM s'est plaint hein, de cette affaire. L'OM a écrit auprès de la DTA que publiquement un opérateur VAR affiche sa passion pour le PSG et son désamour pour l'OM, pour ne pas dire plus, sur les réseaux sociaux. Et De Zerbi en a parlé cet après-midi, que ça le gênait, que ça le dérangeait, que ça l'interroge, et qui peut se dire qu'un arbitre soit de mauvaise foi. Même s'il n'est pas arbitre, il est opérateur VAR. Je vous ai déjà parlé de son rôle. Alors déjà, une chose très importante, personne n'en parle, mais moi je vais vous le dire. Vous savez qu'en Angleterre, en Première Ligue, les arbitres sont interrogés avant le début de saison sur leur club de cœur. Il y a un questionnaire qui est fait pour les arbitres, où on leur demande notamment quel est leur club de cœur. Et ils doivent y répondre, dans la plus grande confidentialité. Donc c'est un sujet très important. Et j'entends des personnes aujourd'hui dire « Non mais tous les amoureux de foot, ce qui est vrai, ont un club de cœur, la plupart du moins. C'est humain. » Ok, mais ça c'est un sujet traité en Angleterre, par exemple. On se dit pas « Ah bah tiens, un arbitre qui supporte United peut arbitrer United, c'est impossible. » Ils vont tout faire, ils vont enquêter pour voir quel club ils supportent, ou peut être à la VAR ou autre. Voilà, donc on doit prendre ce sujet au sérieux. Parce que, mettez-vous à notre place, supporters parisiens. On est en plein classico au MPG. Vous apprenez qu'un opérateur VAR est fan de l'OM et anti-PSG. Et il le montre sur les réseaux sociaux. Et dans ces matchs en question, vous êtes volé, c'est prouvé. Vous êtes défavorisé. Vous allez en parler, vous allez faire scandale. On est tous pareils. Ok, je dis souvent que chacun défend ses intérêts, chacun défend sa paroisse. Mais les Parisiens seraient à notre place, ils réagiraient pareil que les Marseillais. Donc voilà, je tenais à préciser comment ça se passe en Angleterre, en Première Ligue pour les arbitres. Et je vais devoir le répéter parce que c'est très important. J'en discutais avec Sofiane depuis quelques années au téléphone d'ailleurs. Donc un arbitre qui est revendiqué supporter du PSG, la moindre des choses. Un arbitre, c'est un grand mot, c'est un opérateur VAR, c'est vrai, il faut le préciser. J'invite tout le monde à ne pas aller l'insulter, l'harceler, quoi que ce soit. Le but, c'est pas de faire une chasse à l'homme. Mais le sujet doit être traité, parce que c'est quelque chose d'important. Là, on rigole pas, il y a des millions en jeu. Et dans ce sujet de harcèlement, j'ai envie de vous dire que c'est pareil pour les journalistes, hein, c'est pareil pour les joueurs, qui en prennent plein la gueule souvent, qui sont harcelés, on parle de leur femme, de la copine, de machin, ou de leur adresse, ou... Non, le harcèlement, que ce soit pour l'opérateur VAR, pour les personnes publiques, c'est des choses, parce que le tribunal populaire à l'heure d'aujourd'hui, un jour ou l'autre, il va se passer un drame, ça peut faire des ravages, donc je le dis aux quelques supporters de l'OM qui m'écoutent, si j'ai une petite influence, le but c'est pas d'aller le rechercher ou le pourrir ou quoi que ce soit, mais il ne doit plus être dans le camion pour les matchs de l'OM, c'est une certitude pour une raison éthique de neutralité. Et je pense que même lui doit avoir conscience de ses erreurs déjà sur les réseaux sociaux, doit assumer, c'est un supporter historique du PSG, il doit admettre, sans toucher à sa profession,
à dire qu'il ne doit plus être opérateur VAR. Non, on n'en est pas là. Mais il ne doit plus arbitrer l'OM ou ne plus être dans le camion pour les matchs de l'OM. S'il est intelligent, il le comprendra. Et comme n'importe qui, c'est évident ce que je dis. Et, petite parenthèse, l'OM apparemment aurait demandé des informations sur les opérateurs VAR il y a quelques temps. Et on n'a pas eu de réponse. Donc ça tombe bien, cette enquête de Massia Zone. Alors je sais bien, c'est pas l'affaire de l'année non plus. Je vais pas exagérer les gars, parce qu'il n'a pas l'influence d'un arbitre. Mais c'est quand même lui qui montre les angles d'une action. Et ça représente quand même quelque chose, un certain pouvoir. Parce que selon la perception d'un angle ou d'un autre, on peut juger l'action différemment au ralenti. Et d'ailleurs, cette saison, il y a certaines actions où certains angles, ils ont été fatals à l'OM. C'est quand même quelqu'un qui intervient dans le VAR, qui montre les angles de ralenti, qui était là dans les matchs où on s'est fait voler cette saison. Ça a été montré, prouvé publiquement, et qui est un anti-OM et un supporter du PSG. Donc c'est normal qu'on se pose des questions, et même De Zerbi, même l'OM a écrit pour ça. Donc on n'est pas fou, on n'est pas parano, nous les supporters de l'OM. Je suis en train de me poser la question depuis qu'il y a la VAR, est-ce qu'il n'y a pas plus de scandale arbitral qu'auparavant, la vérité? Parce que souvent on se fait la réflexion, pourquoi la VAR elle intervient là et pas à d'autres moments sur des situations pareilles. Donc vous voyez, au niveau de l'arbitrage, je ne trouve pas qu'on a progressé. Et concernant l'équité de l'arbitrage, ben peut-être qu'un jour on va venir au fait de prendre des arbitres à l'étranger, c'est comme ça. Bah ouais, pour la question du fameux club de cœur. Parce que si on en vient au fait, et même ça peut être des supporters de l'OM qui arbitrent les matchs du PSG et qui volent le PSG, ça non plus, ça serait pas normal, admettons. Et je ne sais pas si c'est arrivé un jour. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas des arbitres d'autres nationalités françaises pour arbitrer les matchs de Ligue 1? Vous savez, ça s'est déjà fait dans le monde du foot. Hein. Bah à ce compte-là, sinon je vais vous dire un truc. France-Argentine en Coupe du Monde, pourquoi on ne mettrait pas un arbitre français ou argentin? Ah, bah répondez-moi à ça. Eh oui, pour ceux qui sont choqués de ce que je dis. Et non, avant tout, parce que les arbitres sont des humains. Les arbitres ont des clubs de cœur. Comme le disent très bien les Parisiens actuellement. Ok, mais faut traiter ce sujet-là. Et les gens qui supportent tel ou tel club, ne pas les mettre sur certains matchs où ils sont concernés par le club en question. Ou le club qui déteste. Voilà, j'ai pas envie de lyncher ce monsieur publiquement. Pour moi, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Même si c'est pas normal. Et même De Zerbi l'a dit cet après-midi. Et que de toute façon, dans les matchs à enjeu, l'OM se fait voler depuis une dizaine d'années régulièrement. Les Turpin, les Bastiens, les Le Texier. Ça aussi, c'est prouvé, c'est véridique. Donc au-delà de ça, il y a toujours eu un souci. Et d'ailleurs, on n'a pas la preuve que cet opérateur VAR a influé sur la décision des deux arbitres vidéo dans la VAR. Ça c'est clair, mais on doit enquêter, on doit se poser des questions. D'accord? Ça c'est clair que le doute est permis et on veut en savoir plus. Même si on n'a pas de preuves formelles à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça fait beaucoup de choses bout à bout qui font que cette saison, l'OM est mal arbitré de manière répétée. À l'inverse de tous les autres clubs qui sont volés de temps en temps. Une fois sur 4, une fois sur 5. L'OM c'est 3 fois sur 4. Preuve en main. Maintenant, on va parler du complément d'enquête qui va sortir sur Nasser, d'ailleurs, dans quelques temps. On a eu un extrait qui est sorti sur une réunion le 14 juillet, avec tous les présidents réunis, Vincent Labrune, pour parler des droits télé. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait toujours pas de diffuseur. Et on a vu un président du PSG très virulent, très agressif, envers le président de Lens, de Lyon, qui monopolisait la parole et qui intimidait les autres. À ce moment-là, ils étaient en train d'étudier une chaîne 100% foot français qui allait être gérée par la LFP. Donc c'était sur le point même d'être voté, hein, apparemment. Mais Nasser n'était pas d'accord. Hein, il avait peur de cette chaîne qui allait faire concurrence à beIN Sport. Et puis il est arrivé avec sa stratégie en tête. Hein. Ce n'est pas les 100 millions hein, comme ça qu'il voulait déposer hein, pour un match. D'ailleurs, les 100 millions actuellement, bah, ils n'ont pas été payés. On parle plutôt de 55, 60 millions d'euros. Ce qui est bien, je ne dis pas le contraire, mais tout ça, il y a une stratégie derrière, ce qu'on appelle le fameux conflit d'intérêts. Et d'ailleurs, les clubs, au mois d'octobre dernier, n'avaient pas été payés par beIN Sport, pour preuve. Bon, pour parler du fameux Nasser, qui est président du PSG, président de beIN, qui s'est infiltré à l'UEFA, à la FIFA, qui est partout dans toutes les instances du football. Parfois même, il y a eu quelques arrangements au niveau du fair play financier, des articles sont sortis là-dessus. Donc, quand le président de Lens parle de conflit d'intérêts, évidemment, qui tape droit dans le mille et qu'on est dans ça, dans cette affaire des droits télé et qui vient avec beIN Sport, son offre de 100 millions d'euros pour contrecarrer d'autres plans. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu, pour revenir à ce qu'a apporté
soi-disant le Qatar au foot français. Parce que je veux bien entendre certains trucs. Que le Qatar, fut un temps, a mis de l'argent pour les droits télé notamment. Mais ça a aidé notamment les clubs du bas de classement, par exemple. Le Havre, Angers, pas de souci. Oui, le PSG t'a apporté un peu financièrement. Mais les clubs comme Monaco, Lyon, l'OM, ces clubs-là, ils sont désavantagés. C'est un drame pour eux. QSI dans le championnat de France, parce que le monopole, il est au PSG. Financièrement, l'écart qu'il y a entre eux et les autres, il est abyssal sur toute une saison. Ils plient le game, entre guillemets. C'est pareil, tu vas me dire, en Allemagne pour le Bayern. Sauf que le Bayern, ils ne se sont pas construits avec un État qui est venu de manière artificielle injecter des millions, des centaines de millions comme ça. Le Bayern, ça s'est construit différemment. Donc, leur domination ne pose pas de problème en Allemagne. Et c'est logique. C'est logique. En Angleterre, il y a City qui est un club État. Mais ça pose pas de problème parce qu'il y a de la concurrence au moins. Liverpool, Arsenal, United et plein de clubs ont les moyens pour presque, quasiment rivaliser avec City. Donc on en parle moins. En France, la donne, elle est tout autre. Donc le Qatar a apporté aux clubs français, mais de la deuxième partie du classement, pas les clubs qui sont dans le top 5. C'est un drame pour nous et ça l'a été pendant 14 ans. Et pour ceux qui me parlent du coefficient qui a été augmenté, coefficient UEFA, grâce aux performances du PSG en Coupe d'Europe, très bien, mais il était supérieur avant l'arrivée des Qataris, avant 2011. Et admettons, là il n'y a pas le Qatar, il n'y a plus le Qatar, bah, les clubs comme Monaco, Lille, l'OM, Lyon, ils gagnent une place supplémentaire au classement. Donc les clubs comme l'OM, Lyon, Monaco auraient été qualifiés en Ligue des Champions plus de fois sans le Qatar et auraient pu se développer financièrement, sportivement. Donc le coefficient UEFA qui est un peu plus haut grâce au PSG, on s'en fout. Qui est 3 places qualificatives là en Ligue des Champions au lieu de 2 et la 3e barragiste. Mais peu importe. Parce qu'avant, la donne était différente. Mais il n'y avait pas le Qatar qui avait le monopole, qui était premier du championnat tout le temps, ou au pire des cas, 2e. Donc, qui occupait une place qualificative en Ligue des Champions. Je vais vous expliquer que ça revient au même. Et la notion aussi de suspense, qui donne envie à des diffuseurs de prendre les droits, qui va intéresser des gens spectateurs du football. Tiens, qui va être champion de France cette année? Ça n'existe plus depuis 13 ans. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est moche. Quand j'entends des Parisiens dire « Ouais, mais le budget, ça fait pas tout. » Non, mais attendez, quand il y a un tel gouffre, vous êtes culotté quand même. Hein. Ah bah dans ce cas-là, échangez votre budget avec celui de Brest. Avec celui de Nantes. Pas de souci. Échangeons les budgets alors. Et vous direz « Ça fait pas tout. » Mettons sur la même ligne de départ une Ferrari avec une Ford Fiesta. Vous vous rendez compte de ce que vous dites un petit peu? Et pour ceux qui disent que même si le Qatar vend le PSG, Paris aura le monopole en Ligue 1. Ça prouve bien que le Qatar, ils ont plié le game. Hein. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont plié de manière déloyale la concurrence. Voilà. Le club est autofinancé maintenant. On sait comment, on sait pourquoi avec ce club État qui est venu. Après, on parle de l'Arabie Saoudite. Mais si l'OM est acheté par les Saoudiens, au moins, on serait à armes égales. Vous comprenez le délire ou pas? On serait à armes égales et on n'a que cette solution maintenant, actuellement. Tandis que si on aurait, par exemple, le PIF saoudien depuis 10 ans et que les autres clubs de Ligue 1, bah, ça serait le championnat actuel. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Là, on n'aurait aucun mérite. C'est pareil, pour gagner la Ligue 1, je parle. Parce qu'encore, tu gagnes la Coupe de France. Là, je vous l'accorde, vous gagnez sur un match, vous allez au bout. Et sur un match, tout est possible. Je le répète tout le temps. La preuve, nous aussi, en Coupe de France, on sort contre des petits clubs. Ça arrive. Donc voilà, mais sur une saison, le game, il est plié. Paris tue le suspense. Et pour revenir au sujet, si le Qatar vend le PSG, vous allez certainement avoir des propriétaires, des investisseurs très riches qui vont reprendre le club. Mais comment ils vont le gérer, le club? Vous avez vu certains Américains, regardez Chelsea. Moi, je suis persuadé, et c'est sûr que Paris va régresser le jour où le Qatar va vendre le club. Ça, vous pouvez en être sûr. Enfin, il y aura beaucoup moins d'argent mis sur la table parce qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'a mis le Qatar. C'est du jamais vu. On ne peut pas faire plus. Donc, vous allez régresser logiquement. Vous allez régresser. Et l'écart va un petit peu se resserrer. Donc ne croyez pas hein, les Parisiens à dire « Ouais, mais on s'en fout si le Qatar il vend le club. On est bien, on est une marque maintenant. » Et pareil, la marque PSG. Vous croyez que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va rester la marque PSG, elle va être de la même valeur? Mais non. Le PSG a été monté de manière un peu artificielle, aux yeux à l'international, hein, du moins, parce qu'en France, ça a toujours été un club connu, je l'avoue.
Et peut-être dans 10-15 ans, les gens ils vont se désintéresser, ce sera plus la même marque qu'aujourd'hui. C'est même fort probable. Parce que Paris a eu cette marque grâce au Messi, Neymar, au Zlatan, aux grands joueurs. Moi je suis certain que les droits télé, ils se vendraient aussi bien, voire mieux, sans le Qatar. Et la preuve, depuis 10 ans, ça fait que chuter les droits télé. Alors je sais qu'il y a eu des erreurs depuis le Covid, avec ce fonds CVC, avec le choix de se séparer de Canal+. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. En tout cas, je tiens à féliciter le président de Lens, vraiment, qui a tenu tête à Nasser dans la réunion et qui a dit ce que la plupart des personnes pensaient au niveau du grand public et même de la majorité des présidents. Voilà, donc je veux plus trop entendre les Parisiens parler de tapis, hein, parce que bon, c'est quelque chose qui revient souvent. Une affaire dont on a payé il y a plus de 30 ans. L'OM qui jouait un match de championnat 3 jours avant une finale Ligue des Champions. À l'heure d'aujourd'hui, ça serait impossible, hein. On laisserait une semaine de repos. Et quand tu vois les affaires dont le PSG n'a rien payé, ces conflits d'intérêts, ces chantages de Nasser, qui sont même liés au football, hein, parfois. Ce qui s'est passé avec l'UEFA sur le fair play financier, on appelle ça un peu du dopage financier. Comment le Qatar est arrivé en France, c'est pas très clean tout ça. Bon, je sais qu'il y a des Parisiens qui sont au courant, qui en ont conscience, mais il faut quand même le répéter pour certains jeunes supporters du PSG qui m'écoutent. Ne comparons pas les deux cas, ne comparons pas les époques, d'accord? Parce que à l'époque des années 90, il y en avait des magouilles dans le championnat de France qui se sont pas su. Tapi, on a voulu le tuer politiquement. Il s'est fait tuer politiquement, Tapi. A l'inverse, le Qatar et Nasser, il est protégé politiquement. C'est ça qui me rend fou. Le gouvernement français protège le Qatar. Pourquoi? Parce que le Qatar, encore, ils ont signé il y a quelques mois avec la France des engagements très importants de plusieurs milliards d'euros. Et même qu'on apprend là que le Qatar va tenir son engagement mais va pas faire plus parce qu'ils sont apparemment un peu fâchés, hein, tu comprends? Ils font ce qu'ils veulent ici. Ils ont des intérêts importants. Ils ont racheté je sais pas combien d'hôtels dans la ville de Paris. Donc, ils sont protégés, ils sont couverts parce que l'État français trouve son intérêt avec le Qatar, malheureusement. Mais je suis content quand même que la parole se libère, que de plus en plus de gens parlent de Nasser, du Qatar, de ce manque de suspense dans le championnat qui va rendre fou les gens petit à petit, hein. Au bout d'un moment, ça va péter, ça va exploser, c'est pas possible, c'est pas du sport. Ne me parlez pas du Bayern. Eux, ils ne se sont pas construits avec un État qui est venu oui, avec des fonds illimités, comme ça, de manière artificielle. Eux, c'est une domination logique, implacable. En Angleterre, il y a la concurrence, il n'y a pas de souci. Les clubs, ils ont un peu moins d'argent. Liverpool, Arsenal, mais c'est jouable, c'est jouable. Puis c'est pas le même statut, c'est pas le même prestige. Et il est fort possible, avec tous ces conflits d'intérêts, tout ce qu'on entend, la parole qui se libère, qu'on apprenne des choses sur Nasser, sur QSI dans quelques temps. Et quand ça va arriver, croyez-moi, et peut-être, hein, je ne sais pas, qu'il y aura certains trophées qui vont être... On verra bien. Mais ça me surprendrait pas, franchement. Il faut aussi réagir par rapport à Daniel Riolo, qui s'est fait menacer. C'est quelqu'un qui a dénoncé les agissements de QSI, de Nasser depuis quelques temps. Donc je quand même tiens à saluer son courage. Il fait même comprendre qu'on a menacé sa famille et qu'il ne pouvait pas en dire plus encore sur Nasser, même s'il aimerait. Vous vous rendez compte? Maintenant, je vais parler de notre président, Longoria. Pourquoi il ne s'aligne pas à Textor, au président Lensois, plutôt même du côté de Nasser? Je me pose la question tous les jours, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que quand tu es l'OM, le plus grand club français, qui malheureusement est victime, la victime numéro 1 de ce PSG sous l'ère Qatari, qui nous prive de trophées, parce que ça fait mal aussi hein, de voir notre rival nous battre tous les ans. Ça fait encore plus mal que pour les Lyonnais monégasques, parce que c'est notre rival numéro 1. J'en parle avec Sofiane au téléphone depuis 2019. La pire des choses qui soit arrivée à l'OM au XXIe siècle, c'est l'arrivée des Qataris en 2011. Il a raison, et je le pense également. C'est pas une finale perdue de Coupe d'Europe, c'est l'arrivée du Qatar en 2011. Ça a tué une génération, une jeunesse qui veut espérer, D'ailleurs, j'en veux à Nasser aussi. De ne pas se préoccuper de la compétitivité de la Ligue 1. Eh oui, parce qu'on a beau me dire, oui, il a mis de l'argent parfois. On ressent, il n'en parle jamais, il n'en a rien à foutre de gagner sans concurrence. Que la Ligue 1, elle soit déséquilibrée financièrement par rapport à son club et tous les autres concurrents, les autres rivaux. À l'inverse d'un tapis, par exemple. Voilà. Donc Nasser, il aime gagner sans compétition. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut lui reprocher. Et c'est objectif, c'est réaliste. La preuve, hein, les supporters parisiens, ils ne fêtent même pas leur titre de champion de France. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Et puis même en Coupe d'Europe, hein, ils le payent cash.
ce manque d'intensité dans les matchs en Ligue des Champions, qu'on voit souvent en février et mars, parce qu'en Ligue 1, ils jouent les mains dans les poches. Mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui aimeraient de la concurrence en Ligue 1. Ça, je le vois. Ensuite, et d'ailleurs c'est normal, parce que nous, on serait à la place des Parisiens, on n'aurait aucune émotion. On n'accepterait pas de gagner des trophées sans aucune concurrence. On s'en foutrait. Nous, on viserait la Ligue des Champions direct. Et ça, connaissant les supporters de l'OM, tu peux en être sûr. Hein. On serait à la place. Le Qatar serait à l'Olympique de Marseille. On serait content pendant 1 an, 2 ans d'être champion. Après, on s'en foutrait dans l'état actuel. Bon, je vais revenir au sujet Longoria, parce que c'est important. Déjà, il faut préciser que ce n'est pas le propriétaire du club Longoria. C'est Franck McCourt. Ça aurait été normal qu'il soit dans le camp de Textor, du président Lançois, pour les raisons que j'ai évoquées. Parce que déjà, c'est le président de l'OM, un club important, un club qui est réputé pour se montrer, pour faire parler, qui a une forte place médiatique en fait. Quand ils font les réunions, là, les faits et tout, croyez pas, le président de l'OM, il a toujours eu une forte place. Il n'est pas indifférent, sa voix compte, sa voix est importante. Et on a un Longoria qui est très discret sur ce sujet-là, sur la domination qatari. Alors il y a deux options, soit il se fait discret volontairement pour que ça pète entre eux, c'est être un peu stratège et parler le jour où ça pètera, se montrer à ce moment-là, quand ça va péter, quand ça va être chaud. Ça l'est un peu d'ailleurs aujourd'hui. Ou soit au contraire, c'est volontaire de sa part, d'être discret, enfin, de faire un peu le toutou parce que c'est pas dans son tempérament, créer de soucis, de pas créer de problèmes. Mais on peut pas imaginer qu'il y trouve ses intérêts. Le marché des droits télé en France, bah il chute, même avec le Qatar encore une fois. Ça suffit plus le Qatar, ça suffit pas du tout. Et l'OM est victime de la domination qatari. La première place, elle est très difficile. Et c'est le rival numéro 1 de l'OM. Donc les supporters, ils lui répètent, il faut qu'on gagne un titre et on perd contre le PSG chaque année. Donc ça doit le peser, Longoria. Il veut rivaliser avec le PSG dans le meilleur des cas. Et d'ailleurs, dernière précision, même quand le PSG a fait une mauvaise saison, il y a 2 ans, et que nous, avec Tudor, on avait bien travaillé, on avait fait une saison avec un nombre de points important. Paris a quand même été champion. Donc un Paris mauvais qui travaille mal et un OM qui travaille bien, c'est Paris qui est quand même champion. C'est ça aussi qui est moche. Après, je dis pas que ça va s'inverser un jour, mais sur une saison sur 7. Oui, on est en train de monter une belle équipe, on travaille, mais on a un gouffre à rattraper. Un gouffre, et c'est pas normal, c'est pas légal, c'est déloyal. Donc j'aimerais un petit peu que McCourt, il parle à Longoria, parce qu'il doit être au courant. J'espère quand même McCourt, il a des réunions, soi-disant à distance, pour suivre notamment ce sujet des droits télé, qui est important. Peut-être aussi que Longoria est bloqué par McCourt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Longoria avait voté pour la réélection de La Brune cet été. Et ça nous avait pas fait plaisir. Heureusement qu'on est content de Longoria, de son travail, qu'il a la cote en ce moment. Sinon, ça aurait grondé fortement pour lui, là, avec ces images qui sont sorties. Et le président de l'OM qui parle pas, qui est discret. Alors que Nasser se fait bouger. C'est quand même... Même si on sait pas tout, encore une fois. C'est des extraits, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. Et les votes le montrent. Les amis, pour finir, très important, Textor s'en est pris à Longoria. Je lui donne raison à 100% sur ce sujet-là. D'accord? Et ne commencez pas à dire oui, Lyon, les multipropriétés, c'est aussi un petit peu louche, mais on s'en fout de Lyon. Ils sont derrière nous, ils travaillent mal depuis quelques saisons, ils sont sur la pente descendante. Ce qui nous gêne, c'est le Qatar. Depuis une décennie. Donc les gars, soyons intelligents, et il n'a pas tort dans ses déclarations, et au moins Textor, il a du courage pour s'en prendre à Nasser. Un sujet primordial pour les clubs tout en haut qui veulent viser le titre un jour. Monaco, l'OM, Lyon, Lille, ces clubs-là. Voilà. Est-ce que Longoria peut avouer que le plus gros problème du championnat, c'est pas notre multipropriété, mais le fait que le PSG dépense 200 millions d'euros par an pour battre l'OM? Même si Paris rate une saison, c'est pas grave. L'année suivante, ils mettent 200 millions d'euros sur la table pour rattraper les mauvaises recrues, voilà, tout ce qu'ils ont fait de mal. Est-ce que les supporters de l'OM sont heureux que le PSG les batte chaque année? Il est fort, parce qu'il tape dans le mille, il tape là où ça fait mal. Et il sait que Longoria, il va pas aimer. Que le maximum que l'OM peut être, c'est deuxième du championnat. Deuxième, c'est pas un trophée, mais il a raison. On peut être deuxième au maximum actuellement, sauf miracle, sauf si Paris ils veulent perdre le titre et nous on travaille super bien. Mais c'est pas normal. Longoria, j'ai jamais vu se prononcer publiquement contre le PSG. Donc voilà, Textor, bravo pour ta prise de position. Parce que ça va peut-être faire un peu bouger Pablo et que les supporters de l'OM sont d'accord avec ça. Voilà. Imaginez Pape Diouf, paix à son âme, à la place d'Alongoria, ça se passerait bien différemment. Voilà.
J'aime bien Pablo, attention, hein, je l'ai toujours défendu, même l'an passé envers et contre tout. Quand tout le monde le critiquait, moi je défendais Longoria. Donc j'ai du courage moi aussi, on peut pas dire l'inverse. Mais là, sur ce sujet-là, je suis pas d'accord. Et je suis avec Textor contre Longoria sur ces déclarations-là, bien sûr. Et c'est pas grave. Si les Lyonnais nous critiquent, s'ils font des affaires avec Thiago Almada, avec ces clubs-là, commun, on peut dire ça comme ça, c'est multipropriété. Textor qui possède plusieurs clubs et ils s'arrangent entre eux pour les transferts. Tant que Lyon est derrière, tant que Lyon ne nous inquiète pas, et puis ça sera le cas dans les années à venir. Lyon, c'est pas un club qui a des moyens illimités. Ça reste raisonnable. Enfin, c'est pas la même sphère. Donc j'attends vos réactions en commentaire, mais moi je donne raison à Textor. Et les Marseillais qui disent ouais Textor il a pas à parler, lui au moins il a du courage et il a raison. Longoria, on lui reproche ça. Et c'est pas dans notre intérêt parce que on aimerait que ça pète au niveau de QSI et du Qatar et de Nasser. Pour des raisons que je vous ai évoquées. Parce que le PSG sera moins fort. Je vous ai dit pourquoi sans le Qatar. Quoi qu'ils pensent les supporters parisiens. Bon, pour finir sur les droits télé, Canal a ouvert les négociations, mais à leurs conditions. Il parlerait d'un montant de 259 millions d'euros annuels. Actuellement, DAZN, c'est 400 millions d'euros par an. Donc autant vous dire que l'offre de Canal, elle n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Pour les clubs français, c'est impossible, c'est pas fiable. Mais ils sont en position de force. Donc, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle qu'ils réouvrent un peu la porte. Il faudrait trouver un juste milieu. Allez, dans la position, dans la situation actuelle, 400 millions d'euros, tu as Canal qui revient, bah tu prends. Parce qu'il faut aussi que DAZN, ils payent, je ne sais pas s'ils vont payer hein, les 400 millions d'euros d'ailleurs de cette saison. Je m'arrête là les amis, désolé la vidéo a été très très longue, mais l'actualité a été très chaude et je voulais être complet. N'oubliez pas, demain je commente le match Auxerre-OM, on reparlera de ça dès 20 h pour l'avant-match. Je compte sur votre présence la team. Et n'hésitez pas, ceux qui veulent parier sur la rencontre, de passer par mon lien sur Unibet avec mon code promo RAFOOT. Comme ça, juste après l'inscription, vous profitez de l'offre de bienvenue, les 100 € de bonus en freebet au maximum qui vous sont accordés sur votre premier pari. Vous inscrivez, vous rentrez un pronostic, si le pari ne passe pas, on vous rembourse en freebet la mise effectuée, le premier uniquement s'il est perdant. Et je répète, c'est pour les majeurs. Si vous êtes mineur, c'est interdit. Soyez raisonnable aussi dans vos mises. Ne faites pas des folies, faites-le en fonction de vos moyens financiers, c'est l'essentiel. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. À demain et allez l'OM.